Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, 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 Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Le chef-lieu au Dienné du village précisément de Samango. Je le rappelle, et le rappel, c'est un devoir de mémoire. Je suis né à Isia, dans le pays ouest, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. J'aime ce rappel aussi parce que c'est important pour moi. Je suis né dans une Côte d'Ivoire où le régionalisme n'existait pratiquement pas. Je suis né dans une Côte d'Ivoire où j'ai côtoyé des Djoula, des Daoméens, aujourd'hui béninois, des Voltaïques, aujourd'hui burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, des Togolais et j'en passe. La Côte d'Ivoire, je le rappelle, c'est comme les États-Unis. Les peuples sont venus d'un peu partout. Bon, les autochtones, ce qu'on a trouvé là, je ne sais pas, je ne le sais pas. Peut-être que les historiens pourront nous le dire, mais on est venu d'un peu partout, c'est comme les États-Unis. Quand vous voyez les États-Unis aujourd'hui, tous ceux qui sont au Congrès, qui sont au Sénat, dans les administrations, ils sont venus tous d'un peu partout. Personne n'est... Et les Américains de tous, ils sont dans leur parc, ils sont parqués quelque part comme des animaux. Oui, ils sont dans des réserves. Ah oui, ils vivent encore de leur chasse, de leur machin. Bon, donc ils ne sont pas mélangés. Donc les États-Unis, en fait, c'est un melting pot. Et la Côte d'Ivoire, c'est un melting pot aussi. On est venu d'un peu partout. Qui est arrivé avant qui? C'est à voir, c'est à revoir. Les historiens doivent se pencher là-dessus. Donc on est venu d'un peu partout et puis on s'est retrouvés là. Et j'aime faire ce rappel pour la jeune génération. Et en l'estar de Isia, presque toute la Côte d'Ivoire, à part le nord, toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire ont été ainsi peuplées. Exception du nord. Car le nord, il faut le dire aujourd'hui, c'est spécifique. Les Djodjeneka, les Koyaka, les Maoka, on est bon, à peu près les mêmes, je ne sais pas, il y a des différences de langage, c'est tout. On est aussi musulmans. Les Sénoufos sont chrétiens. Et le christianisme, ça a beaucoup percé là-bas. Les musulmans aussi, mais le christianisme a beaucoup percé là-bas. Parce que je me rappelle, j'ai fait mon CEG, mon entrée en sixième, c'était à Ouangolo jusqu'en quatrième. À Ouangolo, à Ferkessédougou, où il y a un hôpital baptiste. Et là, on a essayé même de me convertir au baptisme, au christianisme. Parce que là-bas, bon, il y avait des livres qu'on nous donnait, des petits livrets à lire, où des musulmans se convertissaient, donc ce n'était pas un crime. On nous faisait croire, on m'a fait croire à ça aussi. Et je dis ça parce que le christianisme est beaucoup ancré là-bas. Donc le nord de la Côte d'Ivoire, on est venu de Haute-Volta, de Burkina, on est venu du Niger, on est venu du Mali, on est venu de Guinée. Et on s'est implanté là. Mais la différence est qu'au sud, au centre et à l'est, l'ouest, là-bas, les populations sont venues de partout pour s'installer. Et ils ont accepté tout le monde. Tout le monde a été accepté. Le pays BT a été comme ça conquis par les Djoula, les Baoulés, les Maoka. Tous, on est venus s'installer là. Mais personne n'est allé au nord pour s'installer. Cela s'explique par le fait que là-bas, il n'y avait pas de culture des rentes. Et c'était vraiment la pauvreté, il fallait survivre. C'était la culture vivrière. On était là, on va au champ, bon, on récolte.
Bon, 6 mois, on ne travaille pas, on vit de ce qu'on a cultivé pendant 6 mois ou 8 mois. Et en Basse-Côte, c'était différent. Et où nos parents ont immigré, c'était différent. Ils pouvaient avoir de l'argent, ils pouvaient faire les cultures de rentes, le café, le cacao et autres. Ils pouvaient même exploiter un peu d'or là-bas. Bon, il y a de l'or au nord aussi. À Ségala était réputé quand on était petit, c'est réputé de l'or, le diamant là-bas. Mais en Basse-Côte, quand on dit Basse-Côte, c'est le sud, c'est le centre, c'est l'ouest, c'est le centre-ouest, c'est l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Ça, on est venu d'un peu partout pour peupler ces contrées-là. Ces contrées-là, ils ont toujours été tolérants parce qu'ils ont toujours reçu des gens. C'est comme les États-Unis. Partout aux États-Unis, ils ont toujours reçu du monde. Quand la ségrégation faisait rage ici, mais au sud où nous sommes, à New York par exemple, quand tu viens ici, rapidement, tu n'es plus esclave. Mais au sud, à l'extrême sud, il y avait l'esclavage. Je veux dire au nord, non au nord en fait. Donc quand tu es tout à fait au sud, l'esclavage existait là-bas. Là-bas, l'esclavage a mis du temps avant d'être aboli. Et même quand ça a été aboli, ça existait toujours. Donc, ça dit quand vous voyez les États-Unis réellement, la Côte d'Ivoire est la miniature des États-Unis. Sur beaucoup de plans. Ces deux pays, bon, l'Amérique est très vaste, comme très grande. La Côte d'Ivoire est un petit pays, mais disons que c'est une Amérique, une petite Amérique au sein de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà comment nous, on a grandi avec tous ces peuples. Donc la xénophobie, les machins, non, nous ne l'avons pas connu. Nous avons connu, comment on appelle, les gens se taquinaient. Les gens se taquinaient. C'était pas grave de dire à quelqu'un, écoute, toi tu es mouchi, laisse-moi tranquille. C'était pas du tout méchant. C'était pas méchant de dire à un Baoulé, non, Baoulé là, c'était pas méchant. Même chose aussi dans les Djoula, c'était pas méchant. C'était pas du tout méchant. On le disait, c'était de bonnes guerres et les gens nous ont acceptés. Les autochtones nous ont acceptés. Nous sommes venus avec nos caractères, mais ils nous ont acceptés. On les a pratiquement envahis, mais ils nous ont acceptés. Et quand je vois aujourd'hui que pour faire peur à mes parents ressortissants du Nord, qu'on dise aujourd'hui que si Alassane n'est pas au pouvoir, on va souffrir, on va nous chasser, on va nous exterminer, on va nous tuer. Regardez, c'est malhonnête. C'est de la malhonnêteté pure et simple. C'est très malhonnête ceux qui font véhiculer ce genre de vocabulaire, de ce genre de... c'est malhonnête, c'est très malhonnête. Oufou a fait les 30 ans, il a tué combien de Djoula? Oufou a tué combien de Djoula? Au contraire, Oufou a construit une grande mosquée à Yamoussoukro pour les Djoula. Il ne l'a pas fait parce que c'était des Djoula qui sont musulmans. Les Djoula, les nordistes, il l'a fait pour nous. Avant de construire la basilique comment dirais-je, la basilique, Oufou a d'abord construit une grande mosquée pour les musulmans à Yamoussoukro. Et vous allez accuser ce monsieur-là aujourd'hui d'avoir torturé des Ivoiriens. Et aujourd'hui, on véhicule... Mais attends, quand Alassane n'était pas là, il y a combien de Djoula qui sont morts? Quand Alassane n'était pas encore né, quand il était aux États-Unis en train de faire ses petites études ici, les Bétons ont tué combien de Djoula? Les Baoulés ont tué combien de Djoula? Les Agnes ont tué combien de Djoula? Combien de Serfo? Combien de Koyaka? Combien de Maoka? Combien ils en ont tué? Soyons honnêtes. Réveillons-nous, soyons sérieux. C'est pas du tout sérieux de véhiculer des messages pareils. C'est des messages haineux. Et Kone Brahima est là, Kone Brahima il est là. Et ces messages sont véhiculés et ils n'arrêtent personne. C'est dire que la Côte d'Ivoire est tombée sur la tête. Au temps d'Oufoué, je le dis, au temps d'Oufoué, 30 ans. Au contraire, ce monsieur a toujours prôné la paix entre les Ivoiriens, la paix des cœurs. C'était même véhiculé dans les journaux parlés. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre.
Oufoué a dit... Non, c'est-à-dire, je veux dire que nos compatriotes, mes amis, mes frères du Nord arrêtent de faire peur au Nord, de faire peur aux ressortissants du Nord en mentant. C'est du mensonge pur et simple. Personne ne peut exterminer une ethnie en Côte d'Ivoire. Personne. Personne ne peut le faire. Personne n'a essayé de le faire. Personne n'a intérêt à le faire. C'est des choses qui sont véhiculées pour toujours entretenir cette haine entre nous. Bédier est venu. Bédier a tué combien de Djoula? Bédier est venu. Attends, autant de Gbagbo, il y avait des Djoula dans le gouvernement. Mamadou Koulibaly était président du Conseil économique. Ça, c'était au temps du fouet. La blague qu'on est ministre comment on appelle, des Finances. Lamine Fatiga, ministre de la Marine, premier ministre de la Marine, Lamine Fatiga. Et vous allez accuser ces gens-là de cette manière? C'est malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Soit, vous occupez tous les postes aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de créer la xénophobie. Le népotisme en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais existé à ce niveau. Oufoué n'a jamais été népotique comme ça. Oufoué a fait occuper des postes comme le ministère de la Défense. C'est vrai, c'est pas des baoulés, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire réellement. Les bétons ont occupé des grands postes dans le gouvernement d'Oufoué. Les Marocains ont occupé beaucoup de Koyera. Tout le monde est xénophobe. Premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire, Thomas Dakin. C'est un ressortissant du Nord. Nous devons arrêter de nous faire peur. C'est pas vrai. Nous devons arrêter sincèrement de faire véhiculer des messages aussi négatifs. C'est très négatif. Ça ne fait pas honneur ni aux auteurs, ni aux commanditaires, ni à ceux qui le font véhiculer. Gueye est venu en 10 mois, il a exterminé combien de Djoula? Gueye a tué combien de Djoula? Gueye a tué combien de xénophobes? Gbagbo est venu, il a dirigé seulement pendant 2 ans. Gbagbo n'a dirigé la Côte d'Ivoire réellement que pendant 2 ans. Pendant 2 ans, Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire 2 ans seulement. Et les 8 autres années, Alassane était au pouvoir avec lui. Alassane était dans le gouvernement avec lui. Alassane a formé le gouvernement indirectement avec Gbagbo Laurent. Parce que Soro Guillaume, les forces nouvelles se sont battues pour Alassane. C'est Alassane qui désignait ceux qui devaient rentrer au gouvernement. Les Sangafois, qui les a mis là? L'Ahmed Bagayo, qui les a mis là? Les Sansan, qui les a mis là? Soyez honnêtes, il faut qu'on soit honnête. Gbagbo n'a pas dirigé cette Côte d'Ivoire-là. Gbagbo ne l'a pas dirigé. Pendant 2 ans, au moment où il était en train de s'implanter, il n'a pas poussé des racines. Il n'a même pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de dicter sa politique. Il n'a pas eu le temps de diriger la Côte d'Ivoire comme un vrai chef d'État. Il est venu, vous avez commencé à mettre des bâtons dans ses roues. Vous avez commencé à l'attaquer. La rébellion, partout. Il faut reconnaître que Gbagbo, il est exceptionnel. C'est un phénomène, Gbagbo. Ce monsieur, il mérite respect. La Côte d'Ivoire a eu un Oufoué. La Côte d'Ivoire n'aura plus un autre Oufoué. La Côte d'Ivoire a eu Gbagbo Laurent. La Côte d'Ivoire n'aura plus jamais
un homme aussi intègre, aussi courageux, aussi téméraire que Gbagbo. La Côte d'Ivoire ne va plus en produire. C'est des gens qui sont produits chaque 100 ans. Chaque 100 ans, au feu, à sa manière, il a su diriger la Côte d'Ivoire. Il a commis des erreurs. Je suis revenu sur ces erreurs ici. Et nous payons les erreurs du Fouet. Parce que ça a été une erreur monumentale d'aller chercher Alassane et de l'introduire dans la bergerie ivoirienne. Le loup Alassane, c'est une grande erreur du Fouet Boigny. Quelqu'un qui a pris ta copine et que toi, maintenant, tu viens mettre dans la bergerie. Ça a été une erreur monumentale d'être allé chercher mon neveu, aussi brillant soit-il, de venir l'introduire. Et aujourd'hui, nous en payons les pots cassés. Et nous en payons le lui tribut aujourd'hui. Ce n'est pas au feu seul. Bédié qui a connu Alassane, ils étaient tous jeunes, très jeunes. Parce que Bédié a été nommé, je crois, il avait 25 à 26 ans, 27 ans, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et le grand frère d'Alassane, qui connaissait bien Bédié, puisqu'ils ont fait tous Dimokro, a appelé son ami et l'a confié son petit frère. Et Bédié a fait ce qu'un grand frère doit faire à un petit frère, ou bien pour un petit frère. Il l'a fait. Il l'a aidé à sa manière, sur tous les plans. Alassane n'a pas souffert aux États-Unis. Dans les années 60, il n'a pas souffert. Il n'a vraiment pas souffert comme nous autres, on a souffert ici. Bédié était là pour lui. Voyez-vous, Bédié n'a tué aucun Ivoirien parce qu'il vient du Nord. Bédié n'a fait de mal, même pas à une mouche venue du Nord. Bédié ne l'a pas fait. Et qu'on arrête sincèrement de gâter le nom de ce grand homme. Qu'on arrête sincèrement de dire qu'il est xénophobe. Bédié n'a jamais été xénophobe. Gbagbo n'a jamais été xénophobe. Jamais. Tout le monde le sait. Gbagbo vient de déclarer quelque chose. Il a été à Tripoli, à l'apogée de Kadhafi. Et Kadhafi l'a vu parler et a regretté. Et s'est approché de lui et s'est ouvert à lui. Tu m'étonnes, on dit que tu n'aimes pas les djoulas, tu n'aimes pas les musulmans. Attendez, la vérité finit toujours par sortir. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est allé avec Gbagbo jusqu'à Bamako. Aller humilier verbalement ceux qui sont venus lui faire croire que Gbagbo était un xénophobe. Gbagbo, c'est-à-dire, il était anti-musulman. Il était islamophobe. Il les a humiliés. Et il a donné des armes. C'est ainsi qu'Alassane a eu ses armes. Et ce monsieur, on veut l'accuser aujourd'hui que s'il vient au pouvoir, il va exterminer les djoulas. S'il devait exterminer les djoulas, mais attends, il a eu l'occasion. Il a eu l'occasion, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'est pas de cette trempe d'homme d'État. Il n'a pas fait Si Gbagbo a fait du mal en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne serait pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire paisible. Il vit mal, il vit très mal. Il vit mal parce qu'il aime son peuple. Gbagbo adore son peuple. Gbagbo aime les Ivoiriens. Gbagbo cares for... comment on dit? Yeah, Gbagbo... comment on dit ça en français? Gbagbo, Gbagbo a les Ivoiriens dans ses tripes.
ce monsieur-là. Donc, sincèrement, mes frères du Nord, mes frères Odjeneka, mes frères Koyaka, mes frères Sénoufo, arrêtez de faire véhiculer ce sale message comme quoi sans Alassane, la Côte d'Ivoire serait en feu. C'est Alassane qui a mis la Côte d'Ivoire en feu et à sang. Mais Alassane n'était pas venu, il n'y avait pas de rébellion en Côte d'Ivoire. Avant Alassane, on n'a pas connu de rébellion. On a connu quoi? C'est pourquoi l'Ivoirien est choco. C'est pourquoi jusqu'à présent, Alassane même au pouvoir. Parce que nous ne connaissons pas la violence. L'Ivoirien ne connaît pas la violence. Si l'Ivoirien connaissait la violence, Alassane ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Si l'Ivoirien connaissait réellement la violence, comme Alassane connaît la violence, il est venu avec la violence, la brutalité. Et avec qui? Avec des apatrides. C'est malheureux qu'il y a des apatrides aujourd'hui qui se font voir à la télévision, et de la télévision, les films, et ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Comme ce petit dogon-là, ce qu'on appelle le gros. Ce petit dogon Daouda, qui dit que si les Nigériens ne sortent pas, mais c'est un Malien ce petit-là. Je vous le dis, c'est un Malien. Il n'est même pas d'origine malienne, il est malien 100%. Ses parents sont là, ses petits frères, tout le monde les connaît. Mais Dieu merci, il y a des Maliens qui se sont levés. Je dis son nom, Boubou Mabel. Boubou Mabel Diawara s'est levé et a dénoncé. Et lui a dit ceci. Si tu touches, ton groupe là, vous touchez à un seul cheveu des ressortissants de l'AES, c'est-à-dire les Nigériens, les Haoussa, les Amarma, si vous les touchez, les Bellas, vous les touchez, tes parents sont là. On va les faire subir la même chose. Œil pour œil, dent pour dent, la réciprocité. Merci Boubou Mabel. Vraiment merci Boubou Mabel. Ce monsieur, je suis fier de lui. Je le regarde tous les jours. Lui et puis Abdoul Niang, le journaliste du peuple. Boubou Mabel, son surnom c'est le neutralisant. Vraiment il s'est neutralisé. Et il a dit, il va neutraliser les parents de Daouda là, le Dogon là. Il va neutraliser ses parents s'il s'attaque aux Nigériens. C'était une parenthèse. Donc je reviens. Nous devons arrêter de faire circuler les fausses nouvelles, les mauvais messages. Aucun Ivoirien ne peut s'apprendre à un autre Ivoirien. On est tous Ivoiriens, on est au même pied d'égalité en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'Ivoirien supérieur, inférieur, c'est dans les têtes, ça n'existe pas. Personne ne peut chasser personne, on se connaît. Quand vous dites les patronymes là, moi je suis Sam Samaké Idriss. Il y a des Samaké au Mali, il y en a en Gambie, il y en a au Sénégal. Mais les Samaké de Côte d'Ivoire, on se connaît. On se connaît, on a une petite minorité de Samaké en Côte d'Ivoire. Samaké ivoirien, on est une minorité. Donc les autres Samaké là, laissez-nous, on va les découvrir. Non, écoutez, si ceux-là on veut les mettre, on peut les mettre à leur place. C'est comme les Diakités savent. Les Diakités de Côte d'Ivoire et les Diakités étrangers, on se connaît entre nous. C'est comme si vous allez chez les Agnis là. Les Agnis qui viennent du Togo, bien les Agnis du Ghana, ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc on est en train de se faire peur pour rien. Et actuellement, quels sont les Ivoiriens qui sortent? Parmi tous ceux qui sont recrutés aujourd'hui, il n'y a pas d'Ivoiriens. Ils ont nos noms, on a les mêmes noms, mais ce n'est pas des Ivoiriens. Il faut que les gens le sachent. Tout ce que le RDA emploie aujourd'hui, le RDA paye aujourd'hui, pour faire sa sale besogne, ne sont pas des Ivoiriens. Ils ne sont pas Ivoiriens. On se connaît entre nous. On s'est toléré, mais on se connaît. Et on sait aussi des gens là, qui ne sont pas Ivoiriens, qui ont les mêmes patronymes que nous du Nord là. On sait aussi quels sont les boulots qu'ils font en Côte d'Ivoire. Je donne un seul boulot, la casse. Ils sont à la casse. Ils sont nombreux à la casse, on le sait. On se connaît.
On se connaît. Mais est-ce qu'il va falloir en découdre avec tout le monde? Non, il ne faut pas le faire. J'en veux pour preuve. Je vous ai dit au départ que nous avons grandi avec les Dahoméens haïtiens. C'est les Béninois aujourd'hui. Mais ces Dahoméens-là, ils sont haïtiens. J'ai des amis qui ont été instituteurs, qui ont été professeurs. Je les connais, ils me connaissent quand je viens. Attends, on est dans les mêmes associations jusqu'à aujourd'hui. Ceux-là ne connaissent rien du Bénin, du Dahomey. C'est la Côte d'Ivoire leur pays. C'est là-bas leur pays. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai fait le CG de Farké avec des jeunes burkinabés qui venaient des pays baoulés. Je ne sais plus le nom de leur ville. Daoukro, Bukanda, tout ça. Ils ont été affectés là-bas. Un qui s'appelait Ouedraouk, c'est un ami. Enfin, on a été amis, on a fait l'enfance ensemble. Mais ceux-là, vous allez leur dire aujourd'hui qu'ils sont burkinabés. Il n'a rien d'un burkinabé. Son français n'est pas burkinabé. Son vécu n'est pas burkinabé. Mais ceux-là, ils sont assimilés. Ils sont plus ivoiriens aujourd'hui que les Ivoiriens. Et moi, je le dis, je suis plus bêté que Gbagbo. Je suis plus bêté que Blé Goudé. Je suis plus bêté que Koudounion. Je suis plus bêté qu'eux. Je suis né là. Je connais la culture. J'ai 2 cultures. Mes parents m'ont inculqué certaines des cultures, des valeurs du Nord et la culture de Isia où je suis né et la culture Oué. On se connaît. Donc, arrêtez de faire peur aux gens. Sincèrement, je demande que nos parents arrêtent. Je le dis parce que je prends cet exemple-là. J'ai mon propre cousin. Il est haïtien. Mon cousin du côté maternel. Nous parlons presque chaque semaine. Mais ce jeune-là, quand je le parle, il dit « Ah, cousin, tout ce que tu dis, c'est la vérité. C'est tellement vrai ce que tu dis que moi aujourd'hui, je connais, tu m'as convaincu, ce que tu dis, c'est vrai, mais est-ce que je peux convaincre mes amis? » Je dis oui, il faut leur parler. S'ils ne t'écoutent pas, ils vont t'écouter un jour. Parce que eux, ce qu'ils disent là, ils le disent haïtien et personne ne les touche. Qu'ils aillent au dîner et puis critiquer le terroir d'Odéné. Ils vont voir ce qu'on va leur faire. Qu'ils aillent à Touba et de critiquer ce que les gens font là-bas. Ils vont. Et d'aller à Séguéla, qu'ils aillent à Korogo. Je le dis. Et je lui ai dit quoi? Tu sais très bien que nos populations, nous, on n'est pas tolérants. Le Djoula n'est pas tolérant, quel que soit le Djoula. On est tolérant zéro. On n'est pas du tout tolérant. Parce qu'on a mal interprété l'islam. La malinterprétation de l'islam a fait que nous ne sommes pas tolérants. C'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui les djihadistes. Ils ne connaissent pas l'islam. Ils ne connaissent pas du tout l'islam. Et c'est en cela que je veux parler de nos imams. Et nos imams là, les bêtises qu'ils disent en Côte d'Ivoire là, qu'ils aillent dans un pays islamique et aller dire les mêmes choses. Là-bas, jamais. Jamais. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, que ces imams-là ignorent, je vais vous le dire. En Arabie Saoudite, au Koweït, au Maroc, les imams, quand ils font leur koutouba là, koutouba, ça veut dire quoi? Quand ils viennent s'arrêter devant les gens avant la prière pour parler, tout ce qu'ils disent là, ils lisent. On rédige ça pour eux. Le pouvoir rédige ça pour eux en Égypte, partout. C'est rédigé. Ils doivent parler de ce que
Le pays veut qu'ils disent, et c'est ce qu'ils disent. Mais chez nous, ils sont libres de ce qu'ils disent. Ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Personne ne les contredit. Est-ce que vous le saviez? Confrontez-les. Je le dis, et que quelqu'un sorte pour me démentir. Parmi ces imams kafris là. C'est pourquoi je dis qu'ils sont kafris. Et ils sont kafris. Parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Ils ne connaissent pas l'islam. Ils sont en train de faire perdre les gens. Et je m'excuse. Vous les suivez, vous rentrerez à l'enfer direct avec eux. Vous allez les suivre à la queue leu. Parce que l'islam qu'ils prônent, ce n'est pas l'islam réel. Si vous voulez savoir l'islam, écoutez Haïdara du Mali. Le guide Haïdara du Mali. Ses enfants sont en Côte d'Ivoire tout le temps. Même actuellement, ses enfants sont en tournée en Côte d'Ivoire. Écoutez-les, c'est ça l'islam. Ce n'est pas les imams kafris là, qui sont en train de manger des péchés, qui sont en train de se faire pécher et payer sur la souffrance des Ivoiriens, sur le dos des Ivoiriens, avec le 4x4. Et puis arrêtez d'aller leur donner votre argent pour dire que c'est un sacrifice. Remarquez quelque chose que je vais vous dire. Hein. Chaque fois que vous allez aller remettre 5 francs à ces imams-là, pour un problème, le problème va doubler. Ça ne va jamais s'effacer. C'est moi, Sam Idriss Samaké, qui vous le dit. Ces imams kafris de Côte d'Ivoire là, chaque fois que vous allez aller les voir, pour qu'ils vous fassent des bénédictions, quand ils vous faites là, ne dites pas Mina comme ça. Hein. Restez immobile et sortez, partez. Vous serez OK. Sinon, vous mettez vos mains ici, vous sortez, la police va vous arrêter pour des infractions qui n'existent pas. Parce que c'est des kafris, ce que Dieu ne l'accepte pas, Dieu n'est pas avec eux. Je suis très remonté contre ces gens. Parce que c'est des kafris 100%. Ils sont kafris 100%. Parce que qui est kafri? Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. C'est lui le vrai kafri. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour l'islam en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le président Gbagbo n'a pas fait pour l'islam en Côte d'Ivoire? Je vous le demande. J'en veux pour preuve seulement, je ne vais pas aller quelque part. J'en veux pour preuve. Où ils dorment là, en Arabie Saoudite, quand ils vont pour le pèlerinage là, qui l'a initié, qui l'a payé? C'est Laurent Gbagbo, c'est le coup de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Alassane. Oufoué a construit des mosquées. C'est pour ça que je peux dire, je le sais. Il a construit des mosquées. Bédier n'a pas eu, Gbagbo n'a pas eu le temps. Il a eu seulement 2 petites années. Et ces 2 petites années encore, il n'était pas en paix. 2 petites années. C'est ce que Gbagbo a fait au pouvoir. Il ne pouvait pas construire. Il vous suivait, il suivait comment dirais-je, les forces nouvelles. Il suivait Alassane. C'est Alassane qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Donc si on veut voir les 8 ans, plus ce qu'Alassane vient de faire, ça fait 29 ans qu'Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que les 8 ans de Gbagbo, plus ce qu'il vient de faire, et il va maintenant, il va dépasser au fouet. Alassane, il va dépasser au fouet. Il faut être sincère, il faut dire la vérité. Les 8 ans, ce n'est pas Gbagbo qui a dirigé. La politique de Gbagbo n'a jamais été appliquée. Il a fait 2 ans. La rébellion, Marcoussi, Accra, Lomé, tout le monde est venu. Et le Premier ministre, c'est lui qui dirige le gouvernement. Le Premier ministre, c'est qui? C'était le bras droit d'Alassane. Le jeune Kibafori Soro, qui est aujourd'hui à l'exil et qui a compris très tardivement qu'il s'est trompé. Heureusement, mais il s'est trompé, il a compris. Il aurait pu rester là, mais il a dit non. Voilà pourquoi moi je demande que les gens pardonnent les erreurs que ce jeune a pu commettre. C'était dans sa jeunesse. Il était très jeune, même pas 30 ans. Et il était avec un monsieur qui a plus de 60 ans. Donc il pouvait le manipuler, il a été manipulé.
Donc, voyez un peu. Et aujourd'hui, c'est ce Gbagbo-là qui est en train de souffrir dans sa peau aujourd'hui. Eh Allah. Eh Nige Allah. Eh Massa Allah. Il te Gbagbo-là. Et encore jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est lui qui vous envoie dire que les Djoula seront exterminés si Alassane n'est pas au pouvoir. Mais Alassane, il va quitter le pouvoir bientôt. D'abord, il n'était pas là, la Côte d'Ivoire vivait. Et on vivait bien quand il n'était pas là. On vivait en paix quand il n'était pas là. On n'avait pas beaucoup. Mais on mangeait 3 fois par jour en Côte d'Ivoire. Nous mangeons 3 fois par jour en Côte d'Ivoire, peut-être 4 fois. Et le matin, on chauffait le riz. Le riz chauffé là, c'est doux et tout. Mais le riz chauffé, ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. Marosira, Tosira. Le reste du tout là, chauffé le matin. Ça n'existe plus dans les familles. C'est des souvenirs que nous avons. Ça n'existe plus du tout. Mais nous dormions. Les gens qui dormaient, c'était rare. Mais c'est vrai, j'ai vu les Bilas dormir dans les marchés, sur les tables. C'était leur choix de vie. Parce qu'ils vivent chez eux, si ce n'est pas maintenant, les Bilas, ils n'ont jamais vécu dans une maison. Ah non, non, non. Ils vivent peut-être, quand ils vivent bien, même sous les tentes. Ça allait libre que ces gens-là vivent. Et c'était leur mode de vie. Mais aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui étaient dans les villas, mais qui dorment aujourd'hui dans les cimetières. Des gens sont chassés tous les jours. Il y a la casse tous les jours. Et vous ne dites rien de ça. C'est la venue d'un Bousmani, d'un Kobala au pouvoir que vous redoutez. Pour rien. Et pourquoi vous redoutez cela? Parce que c'est du mensonge. Aujourd'hui, le gouvernement est à 80-90% nordiste aujourd'hui. C'est normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez vraiment ça normal? Quand tu ne t'appelles pas Adama Bagayoko, quand tu ne t'appelles pas Koulibaly, quand tu ne t'appelles pas Koné, en Côte d'Ivoire, tu n'es rien. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire comme ça. Et les autres sont là. Et vous êtes là, ouais, si on perd le pouvoir, ouais, ils vont nous faire ceci. Mais qu'est-ce que vous les faites aujourd'hui? Mais c'est que vous n'êtes pas des enfants de cœur avec les gens aujourd'hui. Vous n'êtes pas du tout des enfants de cœur avec ces gens aujourd'hui. Ils subissent toutes les humiliations aujourd'hui. Ceux que vous appelez les Bousman, les Kobala, ils subissent toutes sortes d'humiliations aujourd'hui. Il faut le dénoncer. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ont-ils fait de mauvais, de mal pour mériter ce qu'ils vivent aujourd'hui dans leur propre pays, dans leur propre Côte d'Ivoire, dans leur propre ville? Je l'ai dit ici à d'où je viens, le village d'ici n'existe plus. Le village de mon enfance, le village bêté de mon enfance n'existe pas aujourd'hui. Pourtant, le quartier Djoula a tout envahi, a tout englobé, c'est-à-dire a tout avalé. Les bêtés ne sont plus à Ichaville aujourd'hui. D'où les députés aujourd'hui à Ichaville sont Djoula. Les maires sont Djoula. Vous trouvez ça normal? Vraiment, vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. On leur a tout pris. Tout, sans exception. Vous arrivez à gagner aujourd'hui. Regardez, Allah. Et vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Alija Boaflé, je ne trouve pas ça normal. C'est vrai, ces gens peuvent avoir des instincts de revanche, mais ils ne peuvent pas se venger. Ils ne pourront pas se venger. Ils n'ont pas le pouvoir de se venger. Parce qu'un pays ne se construit pas dans la vengeance. Soro l'a dit, on ne peut pas aller de vengeance à vengeance.
À un moment, il faut dire stop. Il faut dire stop. And we will stop now. And we have to stop everything right now. C'est pourquoi je sors pour parler. Qui d'autre peut parler de ce que je dis que moi, que nous? Mon père a été chef de Djoula Aïcha. Quand je dis chef, il n'a jamais eu le titre. Mais, demandez tous les cadres, hauts cadres, anciens cadres Aïcha. Tout le monde connaît mon père. Vakaramoko Samake, El Haï Vakaramoko Samake. Il m'a inculqué ce que je dis aujourd'hui. La tolérance. Mon père était tolérant. Dans un milieu intolérant, mon père était très tolérant. Il n'aimait pas l'injustice. Il m'a inculqué ça aussi. J'ai horreur de l'injustice. Et aujourd'hui, nous, le pouvoir qui est là aujourd'hui, c'est l'émanation du pouvoir du Nord. Et ce pouvoir est très injuste aujourd'hui. Ce pouvoir est très, très, très injuste. Je le dis, Alassane, mon neveu, tu as un pouvoir injuste aujourd'hui. Alassane, Ténébrahima, Masséré, les Ivoiriens souffrent par la faute de votre pouvoir aujourd'hui. Votre pouvoir fait souffrir les Ivoiriens aujourd'hui. Les Ivoiriens souffrent par votre faute aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en êtes fiers. Peut-être que vous en êtes, mais il faut le savoir. Les quelques gens qui vous applaudissent là, c'est vos bourreaux. C'est vos bourreaux aujourd'hui qui vous applaudissent. C'est vos bourreaux aujourd'hui qui vous conseillent de rester. C'est vos bourreaux qui vous disent aujourd'hui ce que vous devez faire. C'est vos bourreaux qui sont en train de vous pousser dans l'abîme. Et la chute sera brutale. Elle sera chaotique. Yeah. On peut le prédire. La fin sera chaotique. Elle sera brutale et chaotique. Que Dieu nous préserve. Que Dieu vous donne de bonnes oreilles. Que Dieu donne enfin une bonne oreille à Alassane de comprendre. Je ne parle pas de sa femme aujourd'hui. Parce que c'est elle qui est à la base du malheur des Ivoiriens. Oui. Dominique à la base du malheur des Ivoiriens. Partout où un Africain s'est affiché avec une femme blanche, il n'a jamais fait de bonheur de son peuple. Ça n'existe pas. Au Sénégal, Abdawad, de Paul Sédar, ils ont eu des femmes blanches, des femmes françaises, juives d'origine, je crois, comme Alassane. Et aujourd'hui, nous en payons le pot cassé. Regardez le jeune, dynamique, sincère, mais aujourd'hui qui n'a pas les mains libres en Guinée, Mamadou Doumbouya, à cause de cette espionne française qui est avec lui comme épouse et qui est là pour tout contrôler au détriment du peuple français. Pour le peuple français. C'est ça aussi notre malheur en Afrique. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a un changement qui est en train d'arriver et qui est déjà arrivé. Et que les impérialistes et que le préfet hors classe, hors hiérarchie, Alassane Ouattara ne veut pas laisser tranquille. Mais la chute sera très, 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 très douloureuse. Très douloureuse, je vous le dis. Et elle arrivera, elle est déjà là. Tout près n'est pas loin, elle est déjà là. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, sincèrement, chaque fois aujourd'hui que je vois le président Gbagbo sortir, quand je le vois marcher, s'asseoir, j'ai des larmes, je pleure. Eh bon Dieu,
On peut faire ça. On peut faire ça à son ami, à son semblable. On peut faire ça à son bienfaiteur. On peut faire ça à celui qui vous a donné le pouvoir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et encore là, mes co-religionnaires musulmans, ils sont là, ils voient et ils applaudissent. Parce que eux, on leur donne des miettes. Gbagbo ne mérite pas le sort qu'Alassane lui réserve. Les partisans de Gbagbo, les militaires, jusqu'à présent emprisonnés, et jusqu'à présent qui sont dans les geôles de Draman. Draman, ça te fait pas honneur. Vraiment, ça dit ado, ça te fait pas honneur. Bravo Thiès, ça te fait pas honneur. Mon neveu, mon cher neveu, ça te fait pas honneur du tout. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à la place du cœur? Un caillou? Ces gens qui croupissent en prison pour rien, depuis 17 ans aujourd'hui, et même plus. Et Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et tu n'as personne pour te dire que c'est pas bien, il faut les libérer. Et tu n'écoutes personne. Gbagbo est venu te voir avec Bédié et il a mis ça sur la table. Quelle modestie de la part de Gbagbo. Quelle humilité de la part de Gbagbo. My God. Il s'est agenouillé, se mettre dans la boue, se faire apitoyer et parler de ces gens-là. Président, ils sont en prison à cause de moi. Moi, je suis sorti. Please, libère-les. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en prison. Et vous trouvez ça normal, les Djoula? Vous trouvez ça normal, les nordistes? Vous trouvez ça normal, les partisans des ados? Vous trouvez normal que les gens de la crise post-électorale, que les gens de cette crise-là, que tout le monde entier a oublié, mais aujourd'hui, ces gens croupissent encore en prison. Ils ont tout perdu. Leurs parents sont décédés, leurs mamans sont décédées, papa, leurs enfants, leurs épouses. Vous trouvez ça normal? La ilaha illallah. C'est ça qui est kafria chez moi. C'est ça que j'appelle kafri. Ne pas pouvoir regarder dans le rétroviseur. Le rétroviseur dans une voiture existe pour ça. Nous avons des cœurs pour ça. C'est pourquoi Dieu nous a donné des cœurs. La reconnaissance. Imam de Côte d'Ivoire, c'est la reconnaissance qui est le premier geste d'un individu, d'un bon musulman, c'est la reconnaissance au pouvoir de Dieu, la reconnaissance en Dieu lui-même. C'est pourquoi nous prions matin, midi, soir, pour remercier Dieu. Et vous ne pouvez pas parler dans ça? Vous ne pouvez rien dire dans ça? Je ne trouve pas ça normal. Vraiment, je ne trouve pas normal que les gens, les militaires de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire soient toujours emprisonnés. Je ne trouve pas normal du tout qu'Alassane mette des enfants en prison pour leur opinion. Hier, Gbagbo a fait 2 ans seulement au pouvoir. Mais hier, pendant que votre premier ministre est au pouvoir, Gbagbo était président. Gbagbo n'a pas mis qui que ce soit en prison. Aujourd'hui, vous mettez même des députés aujourd'hui en prison. La ilaha illallah Rasulullah. Et vous passez outre. Vous avez envoyé 49 soldats, 2 avions,
un rempli d'armes de guerre et un avion rempli de mercenaires que vous appelez soldats, mais que les Maliens, la communauté internationale, a vu comme mercenaires. Le Mali, Assimi Goïta Magnanim, a fait libérer, sans contrepartie. Et aujourd'hui, vous mettez en prison un ressortissant du Mali, du même Mali là, vous le mettez en prison ici. Tenez Brahima, Masséré, Rokia, les parents d'Alassane, toute la famille Alassane. Le Mali vous a hébergé hier. Le Mali vous a donné gîte et couvert, vous a protégé, vous a tout donné. Grâce au Mali, vous êtes arrivé aussi au pouvoir. L'AES là, toute l'AES supportait Alassane. Le Niger supportait Alassane. Le Burkina supportait Alassane. Blaise était là en ce moment. Amani Toumani Touré était au Mali. Youssouf était au pouvoir à Niamey. Ils vous ont supporté. Et aujourd'hui, c'est l'un c'est-à-dire un représentant de leur parlement, du parlement malien que vous mettez en prison. Eh, Nigala, vous trouvez ça normal? Imam de Côte d'Ivoire, vous trouvez ça normal? Imam Diakité, président du COJIM, vous trouvez ça normal? La ilaha illallah wa rasulullah. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça répugnant. C'est le déshonneur. Oh my God. Je ne trouve pas ça normal. C'est pas normal. Donc, je vais me résumer. Chers frères du Nord, arrêtez de nous faire peur. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez de faire peur à nos parents analphabètes. Ils ont assez souffert. Ils souffrent assez aujourd'hui. Leur produit de rente, la NACAR n'est pas vendu. Ils ont toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Mais le lavage des cerveaux que vous continuez à faire, il faut arrêter. Vous avez gouverné assez longtemps. C'est ce que nous reprochons aujourd'hui à Alassane. Les textes ivoiriens disent 2 mandats, pas 3. En 2020, Alassane a parlé des cas de force majeure. Parce qu'ils ont des Français qui inventent qu'on ne comprend pas. Cas de force majeure. Et en 2025, c'était quel cas? Cas de force légère, c'est possible. C'est possible. Mais ce n'est pas normal. Mais je vous le demande, sincèrement, arrêtez de faire peur aux gens. Arrêtez de nous faire peur. Arrêtez de mettre dans notre tête que quelqu'un va venir nous égorger. Personne ne va égorger personne. Il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Il n'y en aura pas. L'Ivoirien n'est pas ainsi fait. L'Ivoirien ne connaît pas ça. Malgré que vous voulez, vous nous apprenez, mais l'Ivoirien ne connaît pas ça. Hier, quand on interdisait une marche, vous avez désobéi, vous avez marché. Personne n'a tiré sur vous. Personne. Personne n'a tiré sur vous hier. Mais aujourd'hui, personne ne peut marcher en Côte d'Ivoire. Même le simple fait de s'asseoir dans sa propre maison et de vous dire quelque chose, on met ça sur les réseaux. Le matin, bonne heure, vous retrouvez cette personne et vous l'arrêtez. Vous trouvez ça normal? Mais le Djoula dit toute chose a une limite. Tout pouvoir a une fin.
Les pouvoirs ici-bas sont éphémères. Tout pouvoir a une fin. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, tout pouvoir a une fin. Seul le règne de Dieu est éternel. Seul Dieu est éternel. Seul le bon Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, est éternel. Donc comprenez quelque chose. Quel que soit le temps que cela est en train de prendre, ça va prendre fin. Mais quand ça va prendre fin, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire? L'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. Président Gbagbo, hier je t'ai souhaité une bonne et heureuse année. Aujourd'hui, je souhaite sincèrement, je te souhaite à toi, à ton épouse, à tes proches, à tous ceux que tu aimes, tous tes amis que tu as cités la fois dernière, je ne connais pas leur nom, tes amis intimes, tes proches, je vous souhaite une très longue vie. À nous tous. Que nous soyons là pour la délivrance. Que nous fêtons la délivrance ensemble. Je le souhaite de tout mon cœur. Président Gbagbo, je suis nordiste. Je suis originaire du Nord. Je suis Djoula. Je suis Malinké. Je ne te déteste pas. Je ne te hais pas. Président Gbagbo, les Djoula, dans leur immense majorité aujourd'hui, ne te détestent pas. Il faut que tu le saches, président. C'est vrai, tu as été déçu. Mais tu as eu des intimes parmi les Djoula. Il y en a aussi. Shmaïla, Sangaré. Il y en a. Donc ne sois pas déçu. On n'est pas tous mauvais. C'est vrai, quand on voit l'argent, ça nous détourne rapidement. On est comme ça un peu. L'argent, vraiment, bon, et Djoula, c'est comme le chien avec l'os. Donc ça, pour résister à ça, c'est difficile, sincèrement. Toi, tu as résisté à toutes les offres pharaoniques de Houphouët-Boigny. Mais nous, Djoula, c'est un peu difficile. Et c'est ça notre faible. Et ce faible-là, c'est notre malheur. C'est ce qui a causé aussi tous les désagréments que tu connais à notre égard, de notre égard, de notre faute. Je veux que ce soit sincère, il faut qu'on le dise. Donc, président, tu as fait tout ce que tu peux. Je souhaite que Dieu te donne longue vie pour voir la suite. Ce que Dieu te réserve, je ne le sais pas. Quel pouvoir Dieu te réserve, je ne le sais pas. Mais je veux te dire, président Gbagbo, we love you. We love you. En 2008, à Soria Hotel, pendant que tu recevais tout le Ghouta ivoirien, tous les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique et leur appartenance de parti, RDR, UDPCI, PDCI, et j'en passe, FPI, tu nous as tous reçus. Ce jour-là, Franck et Demba étaient là pour nous régler ce qui doit parler. Et je t'ai dit ceci. C'était à la veille de cette élection. J'ai dit, président Gbagbo, you are the best. Je n'ai pas changé d'avis. Président Gbagbo, you still the best.
You are the best, and you still the best. And tu demeures, tu restes. You will be forever. Forever, you are the best. Forever, you are the best, Président Gbagbo. You are the best. Believe me. Forever, you are the best. Donc, je vais m'arrêter ici. Allah, masaba fonisre, ni Allah, ni tigi Allah, masa, Allah ta'ala, ni Mauro Drisale, ni ya John Drumotole, ni makaranga ni te foilo, miskara jirati ni talon, de fofolo men ni milon Allah eye, Allah yi, wallahi billahi, Allah yi, ya kelale na ban, ula gudri, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne man kisiba ana di ma yang mana julla mana saba ne man kisiba be ala tanobi ni ala tano ye wati te tano te wati tano te ko ala tanobi ni ala tanoyi ala Gbagbo ke fani mani Allah ni Allah chemi Jesus mani Gbagbo Jesus mani katmi ni Allah Allah wallahi Allah elefana na Gbagbo la bo aka Jesus mandama Allah Gbagbo ta Jesus mandansi ambela jenuma Allah Gbagbo ta Jesus manyonda ambela jenuma ni Allah meye no Allah Gbagbo ta Jesus mana wa Jesus kunna Allah Jesus kun toucher Allah Allah bro Allah okanye ni Allah. Vraiment, je vais te reconnaissant avec ce grand monsieur. Gbagbo Laurent. A qui fani la nigala. Nigala masawa fonisre. Ambela kana. Gbagbo la kana. Adimaya la kana. Nigala. Nire la kana. Adimaya la kana. Ivoirien bela kana nigala. Allah Ta'ala. Ivoirien cour la kana. Ni Allah. Tanobiye. Shalom. Salam alaikum.